Nous voici à Grenade, au sud-est de l'Andalousie. À la fin du XIIIe siècle, le royaume de Grenade est le dernier bastion des musulmans dans la péninsule ibérique. Grenade va résister pendant plus de 2 siècles aux catholiques. De nouveaux réfugiés affluent de toute l'Andalousie. Et le quartier de l'Albaïcine est construit pour les accueillir. À l'époque, le quartier se développe de manière totalement anarchique. La ville compte aujourd'hui 240 000 habitants. Mais le tracé des rues est resté identique à celui du XIIIe siècle. La ville est toujours protégée par les montagnes majestueuses de la Sierra Nevada. La plus ancienne maison de l'Albaïcine date du XIVe siècle. Elle se situe en bordure de la rivière Darro et constitue un témoignage architectural rare et précieux. Carlos Sanchez vit ici. Cet architecte a accepté de nous faire découvrir les lieux. Il y a encore 38 ans, il était locataire d'une partie de la maison. Elle ne ressemblait en rien à ce qu'elle est aujourd'hui. Jusqu'au jour où il reçoit chez lui son professeur d'architecture. Mon maître, Rafael Manzano, à peine entré dans le patio, a remarqué cette fenêtre. Il m'a dit, cette fenêtre et ses jalousies sont les seules qui restent du XIVe siècle à Grenade. Carlos, achète cette maison immédiatement. Carlos conserve dans ses tiroirs des fragments d'histoire. De véritables indices qui lui ont permis de restaurer la maison. Ces petites pièces, appelées taugeles, ont été trouvées durant les travaux dans cette zone du plafond. On a pu reconstituer le plafond grâce à la découpe de ces pièces qui datent de 1375. Il y a quelque chose de magique. Le plafond que nous voyons ici est identique à celui qui fut réalisé au XIVe siècle. Je suis un collectionneur passionné et j'ai recherché des illustrations de la maison. Et j'ai passé de nombreuses années à chercher. Et finalement, il est apparu une chose que je n'espérais plus. J'ai lu que cette maison avait été une chancellerie des morts. Et il semblerait qu'elle fût la propriété du roi Youssouf III à Grenade. Au XIVe siècle, les pièces sont petites et n'ont pas d'usage défini. Il n'y a pas de chambre. On dort sur des coussins dans la salle commune. Ces jalousies, inspirées des moucharabiés, permettent aux habitants et plus particulièrement aux femmes de se préserver des regards extérieurs. C'est une autre façon de voir le patio au travers de la jalousie. L'important était de ne pas être vu de l'extérieur. Et toi, tu pouvais voir le patio parfaitement. Et peut-être que cette partie de la maison était le harem. C'est très beau de voir l'Alhambra à travers ces jalousies. Nous pouvons profiter de cette magnifique vue de l'Alhambra, une vue de laquelle émerge la tour de la Vela, ici, au premier plan. C'est une vue splendide.
L'Alhambra, c'est ce palais mythique de la dynastie nasride, incarné par les souverains de Grenade. Mohamed Ben Nazar, dit le Rouge, crée ici un émirat en 1238 et décide d'édifier cette somptueuse forteresse. Le nom de l'Alhambra, la Rouge, vient peut-être du surnom de son fondateur, ou plus simplement de la couleur de la pierre au coucher du soleil. L'Alhambra domine Grenade. Sa construction s'échelonne sur 150 ans. L'enceinte est protégée par 2 km de remparts et une succession de tours de guet. Une véritable ville-forteresse. C'est par cette porte, la porte de la justice, que l'on accédait autrefois à l'enceinte fortifiée de l'Alhambra. Elle a été construite en 1348 par le sultan Youssouf Ier et on peut y découvrir 2 symboles importants de l'islam, la main de Fatma et la clé du paradis. L'Alhambra a toujours été une source inépuisable de légendes et ces 2 symboles en ont engendré de nombreuses. On raconte que lorsque la main rencontrera la clé, ce sera tout simplement la fin du monde. Le sultan, sa cour et son harem résident à l'Alhambra. Nous découvrons le palais au petit matin. Une des salles emblématiques de l'Alhambra est sans doute la salle du trône. C'est la plus grande du palais. Elle a été construite en forme de cube parfait. Le plafond est une véritable merveille. Il symbolise la voûte céleste. Le trône est installé dans l'une de ces alcôves. Lorsque le sultan reçoit en audience, il se tient donc volontairement à contre-jour, afin de dissimuler l'expression de son visage. Jesús Bermúdez est architecte. Il connaît les lieux comme personne. Il y est né. Son père travaillait à l'Alhambra et y disposait d'un logement. Nous sommes dans le Mirador. Grâce au travail de restauration, cette pièce a retrouvé une partie de son aspect d'origine, notamment avec ses peintures, qui datent de l'époque d'Al-Andalus. Cet espace est probablement unique dans toute l'Alhambra. Nous savons que cette tour fonctionnait comme un pavillon privé dans lequel le sultan souhaitait se retirer de la vie officielle de la cour, comme si le sultan avait voulu se réserver un espace exclusivement pour sa vie intime, sa vie personnelle. Le sultan regardait la ville en bas où se trouvaient ses sujets, et en observant le silence, on entend ce qui se passe en ville. On entend des enfants crier, jouer. On entend les femmes bavarder aux terrasses les unes avec les autres. On entend les hommes et par exemple les bagarres, les disputes entre les personnes. Et il savait donc parfaitement, directement, quelles étaient les impressions de son peuple en ce qui concerne la vie politique. Dans les appartements privés du sultan, il existe un autre lieu exceptionnel. C'est le hammam. Le
le seul de cette époque conservé en Occident. Concrètement, dans cet endroit, on relate une anecdote. Le sultan aimait s'appuyer au balcon de la partie haute de cette salle quand ses épouses se baignaient ou se préparaient à prendre leur bain ici. Et à celle qui lui plaisait à ce moment-là, il lui lançait une pomme que l'élu ramassait et le reste des femmes la préparaient, l'habillaient, l'arrangeaient pour s'approcher de son seigneur, le sultan, et le servir à ce moment-là. Hérités des Romains, les hammams se développent en Espagne dès l'arrivée des musulmans. Tous les habitants de Grenade, du plus aisé au plus modeste, se rendent au hammam. La première fonction du bain est l'hygiène corporelle. Les hammams sont composés de 3 pièces. La salle chaude, la salle tempérée et la salle froide. En passant de l'une à l'autre, le corps est soumis à des modifications de température. Les pores se dilatent, permettant aussi l'élimination des toxines. Traditionnellement, les masseurs des hammams aidaient les clients à se laver en les frottant et les savonnant. Ce lieu a également un rôle social, avec une salle spécialement dédiée au repos. Sur la colline, en face de l'Alhambra, les souverains de Grenade se font construire à la moitié du XIIIe siècle un palais d'été, le Generalife. Ces jardins sont uniques. Contrairement aux jardins occidentaux, plutôt conçus pour la promenade, les jardins islamiques sont aménagés pour la contemplation. Cristobal Romera Fernandez est le maître jardinier du Generalife. Il veille sur ce domaine depuis 32 ans. Ici, les gens n'entraient pas. C'était le lieu du sultan où il aimait fuir la cour. J'imagine que toutes les cours du monde sont un peu étouffantes. Il y avait beaucoup de luttes de pouvoir. Et donc le sultan, qui au final était un être humain comme les autres, et pas un homme de notre monde, voulait se détendre, se retrouver en tête à tête avec lui-même et peut-être chercher l'inspiration pour gouverner au mieux. Le jardin musulman se veut le miroir du paradis, promis par le prophète Mahomet. Le choix des espèces plantées est symbolique. Le grenadier, par exemple, représente la vie et l'espoir. On donne beaucoup d'importance à la couleur, mais il faut aussi prendre en considération la forme. Car quand le vent bouge, il a sa vie propre. Il y a une harmonie dans ce jardin. L'ensemble doit avoir une harmonie que nous, comme les Arabes, nous efforçons de rechercher.
Nous recherchons un lieu agréable, de façon à ce que lorsque les gens viennent, ils se sentent caressés par la beauté, par leur sens et les odeurs aussi. Voilà une fleur qui s'appelle sarriette et qui s'utilise pour assaisonner les olives. L'odeur, la couleur, tout est un peu lié. À l'Alhambra, comme dans ce palais d'été, se trouvaient des gens pourvus d'une grande culture et très raffinés. Nous ne sommes que de petits imitateurs de ces gens qui nous inspirent. L'eau est l'âme du jardin. Elle est omniprésente. La rampe de cet escalier est creusée en rigole. Au moment de la prière, le sultan pouvait y faire ses ablutions. Les champs du René Khalife sont toujours cultivés. On y produit notamment du raisin. C'est l'un des seuls potagers au monde en activité depuis plus de 8 siècles. Félix Garrido Carretero travaille dans le respect des traditions apportées par les musulmans. Ce que l'on produisait à l'époque d'Al-Andalus était très proche, car les cultures que nous avons ici sont les mêmes qu'autrefois. Nous avons les vignes les plus anciennes, nous avons les artichauts qui viennent des Arabes, les aubergines, l'ail, les petits pois qui viennent aussi des Arabes. Bon, on ne sait pas précisément à quoi cela ressemblait, mais cela devait être à peu près similaire. Les Nasrides étaient originaires du désert. Ils ont développé une véritable expertise dans la gestion de l'eau. Ils l'acheminaient depuis la rivière d'Aro grâce à des roues à eau, des puits, des bassins, des canaux secondaires. Ils irriguaient ainsi 11 hectares de culture. Les jardiniers utilisent toujours les mêmes techniques qu'à l'époque d'Al-Andalus. Il ne faut pas gâcher l'eau, car on n'en a pas tant que ça. Il faut utiliser ce dont nous avons besoin. Et quand on travaille, on humidifie ce qui est sec, puis on ramène l'eau au Rio d'Aro. Le reliquat d'ici retourne au Rio d'Aro. Je crois que cette gestion de l'eau est un héritage des Arabes, car d'après ce que je sais, il y avait pas mal de sécheresse. L'eau est très précieuse et on essaye de l'économiser, comme ce que l'on fait ici. Les Nasrides ont également développé une véritable gastronomie. En face du René Khalife, nous accédons à un restaurant situé dans l'enceinte de l'Alhambra. Il est installé dans un ancien palais, converti ensuite en monastère chrétien. Pues marchan con 4 menús nazarí, que empiezan con bregua, harira, le sigue con la lubina yamali, termina con el jarrete estofado. Il y a quelques années, des chercheurs de l'Université de Grenade ont traduit ce document, un traité de gastronomie datant de 1414 et contenant des recettes de cuisine. C'est devenu une véritable source d'inspiration pour le directeur de l'établissement et son chef. Podemos empezar por aquí. Cogemos el eneldo para el salmón. No, pero no vamos a cortar todavía. Vamos a el eneldo para el salmón marinado del desayuno. Pendant des mois, ils ont étudié ces recettes de cuisine conçues il y a 700 ans. On y apprend que les Nasrides utilisaient beaucoup d'herbes aromatiques. Elles avaient de multiples vertus. En la época nazarí, casi todos los alimentos están relacionados no solo con la comida, que es lo principal, mais aussi avec la santé du corps.
Par exemple, la sauge qu'on utilise surtout dans des recettes de volaille ou de gibier. On sait aussi qu'ils l'utilisaient pour la mastiquer, quand la pâte dentifrice n'existait pas. Et ça servait à parfumer la laine. Ponemos la cebolla. Autre particularité de la cuisine nasride, son assaisonnement. La cuisine arabe utilise beaucoup les épices. Ces plats viennent de la recette du royaume nasride de Grenade. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas manger des plats aussi épicés que ceux-ci. Juan Carlos teste aujourd'hui un dessert, le sorbet à la myrte. Creo que esta vez está un poquito más dulce que en alguna otra preparación, pero muy rico. La tradition du sorbet vient de la mise à profit des neiges de la Sierra Nevada pour rafraîchir les boissons ou confectionner cette spécialité glacée qui consistait en un granité de neige agrémenté de sirop ou d'un jus de fruits. Con un poco de sirope o jugo de frutas. Les personnes qui s'occupaient de cette tâche se nommaient les neveros. Ils montaient de nuit à dos de cheval pour recueillir la neige, puis la redescendre à Grenade avant l'aube. À quelques mètres, nous entrons dans l'un des lieux légendaires de l'Alhambra, une véritable tour-palais. Cette tour, la tour de la captive, tiendrait son nom d'une jeune chrétienne, Isabelle de Solis, qui y aurait été enfermée par le roi Muley Hassen, follement amoureux d'elle. Pour elle, il va déshériter sa première femme, Aïcha. Pourtant, à la fin de son règne, c'est son premier fils, Boabdil, qui prendra sa place, devenant le dernier souverain musulman d'Espagne. Au début du règne de Boabdil, Grenade résiste encore, mais le royaume d'Al-Andalus vit ses dernières heures. Le temps de la grandeur nasride s'achève définitivement 10 ans après son accession au trône. Nous sommes en 1492. Après des mois de négociations, les rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon finissent par triompher. Ils entrent dans Grenade dans la nuit du 1er au 2 janvier. Au petit jour, Boabdil leur livre les clés de la ville. Cette capitulation a été actée dans un traité. Ce traité est précieusement conservé aux archives de Grenade. Il date du 30 décembre 1492 et est signé par les rois catholiques Isabelle Ier et son mari Ferdinand. Il met un terme à 7 siècles d'occupation arabe ici en Espagne et témoigne de toutes les mesures juridiques qui sont prises par les rois catholiques pour préserver les droits des morts. Les rois catholiques veulent démontrer ainsi que la cohabitation est possible entre les morts et les chrétiens. Cette cohabitation, malheureusement, ne durera pas très longtemps, tout juste une dizaine d'années. En 1502, les catholiques vont demander aux morts de se convertir ou de s'exiler. Sur le chemin de l'exil, le roi Boabdil se serait retourné en pleurant vers la capitale de son royaume perdu. La légende raconte que sa mère lui aurait dit alors « Ne pleure pas comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ».
un véritable paradis. Réputée pour ses jardins arabes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville garde jalousement le souvenir de sa grandeur passée.